la chance de bosser sur le dossier Dailymotion au début, au fameux moment où Dailymotion devait être vendu à un Américain. On parle effectivement d'IA. Moi j'aime bien rigoler en disant qu'on va créer un jour le chat GPT part-time pour la fonction financière. T'as vu qu'en Chine ils ont bien créé un CEO. De se dire on est passé d'une culture de regarder dans le rétroviseur à une culture de comment je me projette. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Benjamin Bitton, le CEO de 2C Group. Bienvenue chez nous. Bonjour, merci beaucoup. Salut Benjamin. Alors, qu'est-ce que 2C Group? Peut-être que certains auditeurs connaissent 2C Finance. Donc 2C Group a réuni plusieurs expertises et en fait est spécialisé dans les CFO qui sont placés chez des entreprises. Donc si vous êtes un entrepreneur et que vous cherchez à scaler, à recruter un excellent directeur financier, eh bien, vous pouvez faire appel à 2C Finance qui vous facture. Le modèle économique, c'est la facturation au jour homme d'un expert financier. Vous êtes réputé comme le McKinsey des directeurs financiers beau, dans le milieu de la tech. Je prends. On y reviendra, oui. Et vous avez ouvert récemment à d'autres verticales, notamment ressources humaines, ESG et marketing. Ça, on va en parler probablement dans l'épisode d'experts. Et vous avez des spécialisations aussi sur des prix particuliers, par exemple tout ce qui va être CIR ou due diligence. Je pense que c'est très connu aussi dans le milieu des fonds d'investissement pour faire des due diligence pour la plupart des entreprises que le grand public peut connaître. Donc vos clients se rassemblent autour de Blablacar, de Conto pour en citer deux, ou d'Aramis Auto, qui sont des sociétés à très forte réputation. D'un point de vue RH, je crois que vous avez une très bonne image de marque auprès des jeunes étudiants qui fait que ça peut être ressenti comme un troisième cycle pour eux. Et le challenge, c'est de les garder le plus longtemps possible. Ouais, t'es devenu une école pour eux. Un bon MBA. Ils viennent pour un MBA et on espère qu'ils restent. Et pour l'instant, ils restent en se disant qu'ils ont un intérêt à rester et à faire justement différentes sociétés, différentes cultures tout au long du mois. Et donc, vous êtes 160 dans 6 villes en France et c'est 20 millions de chiffre d'affaires l'année dernière. Super. Je ne dis pas de bêtises. Exactement. Parfait. La bienvenue. Merci. Donc pour les auditeurs, on est dans un épisode d'experts, ce qui nous permet de creuser un peu plus en profondeur un métier spécifique. Alors est-ce que peut-être tu peux nous partager ton parcours et tes débuts pour nous expliquer ton expertise et ce qu'on va aborder aujourd'hui. Ouais. Sortie d'école de commerce pour faire plaisir à mes parents, puis pas aussi parce que c'était dans l'air du temps, d'aller dans une grosse tour, dans un gros cabinet d'audit, EY. Très belle partie de ma vie où on apprend une méthode, on apprend des standards, on apprend à vraiment travailler tous de la même manière. Ce qui est pas mal. Ce qui est très bien au début. Ce qui t'aide quand même. Exactement. 7 ans, finalement un peu plus de temps que prévu sur place. C'était ton MBA. Il a duré 7 ans. Donc il a duré un peu plus longtemps que prévu. Et au bout de ces 7 années, l'envie de faire autre chose. Je suis parti chez un de mes clients qui était Greenwich Consulting, un cabinet de conseil en nouvelles technologies dont on s'inspire pas mal sur le modèle où ils avaient pareil, une expertise d'origine et développer différentes marques avec différentes expertises, avec le but d'habiller la mariée dans la direction financière. Et au bout de 15-18 mois, le dirigeant m'appelle et me dit « Bon, on a bien fait notre boulot, on a bien habillé la mariée, mais tu vas pas aimer la solution, c'est que c'est EY qui rachète. » Forcément, un peu compliqué de se dire je retourne à la maison. Ouais. Et en plus dans une fonction support, là où j'étais avant opérationnel. Donc le jour même ou le lendemain, j'ai démissionné en leur disant bah voilà, je vous propose, je vais être DAF part-time, je vais accompagner Greenwich dans l'intégration de chez EY. Est-ce que vous êtes d'accord? Tout le monde était à peu près d'accord, aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc c'était ma première aventure un peu tout seul en tant qu'entrepreneur, en se disant bah je propose mes services à d'autres sociétés. Donc j'ai rappelé mes anciens clients, j'ai eu la chance de bosser sur le dossier Dailymotion au début, au fameux moment, pour ceux qui connaissent, peut-être que tout le monde ne connaît pas, mais au fameux moment où Dailymotion devait être vendu à un Américain. Ah oui, oui. Et c'est Montebourg qui n'était pas monté au créneau. Exactement, et qui a fait interrompre le deal la veille de sa signature. Et donc j'ai eu la chance de participer à cette aventure, donc qui malheureusement n'a pas fini comme elle devait l'être. Ça aurait été une bonne ou une mauvaise chose après coup? Après coup, c'est toujours difficile de le dire, c'est-à-dire que Dailymotion, c'était des passionnés, c'était une technologie qui était extraordinaire, donc il avait raison peut-être de protéger un actif et une technologie extraordinaire, mais c'était aussi une société qui avait besoin. Parce que le système de la tech, c'est il faut vendre un player et il faut vendre du vu. Et donc, il y avait besoin d'un inventaire beaucoup plus lourd. Et les acteurs en face auraient pu permettre peut-être d'aller un peu plus vite sur les sujets. Toujours difficile de dire s'il avait tort ou raison. Sur place, un peu déçu parce que un an de due diligence et tous les cabinets américains qui sont passés par là, pour la veille du signing, ne pas l'avoir, c'était un peu décevant. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer, pour aller un peu rapidement, mes associés, Christophe et Franck à l'époque, qui avaient une vingtaine d'années de plus que moi et qui faisaient le même métier.
c'est-à-dire de l'audit pour les fonds d'investissement, essentiellement dans le capital innovation, en disant quand tu mets de l'argent dans une boîte, tu veux savoir si la société est saine. Et derrière, une fois que tu as fait des recommandations à cette même société, tu peux l'accompagner pour se structurer, pour se développer. Et c'est comme ça qu'on a commencé tous les trois. Et ça, c'était un créneau qui n'était pas couvert déjà par EY, etc. Non ? Alors, le transaction service, oui. Ouais. Mais clairement, on arrivait en disant, vous bossez avec des gros cabinets, mais nous, vous nous voyez, ce sera nous du début jusqu'à la fin. On a une flexibilité que les autres n'ont pas, on a une capacité d'aller vite que les autres n'ont pas. Donc, c'est comme ça qu'on a essayé de démarcher les premiers acteurs qui nous ont fait confiance. Et sur la partie DAF part-time, honnêtement, quand moi je disais aux gens je vais être DAF part-time, les gens ne savaient pas ce que c'était, donc je leur expliquais ce que c'était qu'un directeur financier à temps partagé. Donc à l'époque, il y en avait encore assez peu. L'aventure passant, on décide de commencer à recruter, de se développer, on passe de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 salariés. Donc ça prend bien. Ça prend bien, on continue d'accélérer. L'un des associés dit, moi j'aimais bien le modèle freelance comme j'étais, à me vendre moi-même, je vous laisse. Et on est reparti, Franck et moi, un petit peu sur une page vide. Et c'est comme ça qu'on a vécu une aventure extraordinaire dans laquelle on a passé 3-4 années à structurer. C'est toujours là le plus difficile. Passer de 0 à 20, beaucoup plus dur que de passer de 20 à 40, 40 à 100 ou de 100 à 150. Mais on a réussi. Et puis après, au fil de l'eau, on s'est dit qu'il y avait des métiers qui étaient opérés par d'autres acteurs qui n'étaient pas forcément faits comme nous on le souhaitait. Et c'est pour ça qu'on est rentré sur une expertise de crédit d'impôt recherche en recrutant et en s'associant avec Jérémy, qui est l'associé fondateur avec nous de R4 Innov, qui est spécialisé dans le crédit d'impôt recherche. La même chose sur la RH et la DRH à temps partagé avec Cécile, qui était au Hub BPI à l'époque et qui est l'associée fondatrice de HR for Team. Et on a racheté l'an passé une boîte qui faisait du marketing à temps partagé, se disant que les fonctions à temps partagé, c'était quelque chose qui nous plaisait, qui s'appelle Itro. Et enfin, on a co-créé avec Pascal une société de ESG et DRSE part-time, se disant que la CSRD, donc toutes les législations, allaient donner un besoin et créer un besoin. Donc on a créé Collectivity.life et voilà ce petit groupe où on s'amuse bien tous les jours. Et du coup, aujourd'hui, en termes de répartition entre ta partie due diligence et ta partie, ce que vous êtes très connu sur la partie due diligence, et ta partie DAF partagée ou fonction partagée, on va dire au sens large. Due diligence, c'est à peu près 15-20% du groupe et 80%. Donc toi, tu nous connais mieux en tant que due diligence, effectivement, mais d'autres nous connaissent beaucoup mieux en tant que fonction part-time. Voilà. On peut peut-être déjà te faire un focus, c'est quoi le métier d'un CFO, avant que tu nous parles de ta vision du métier de CFO, parce que c'est deux choses différentes, mais déjà qu'on le comprenne bien. Le métier d'un CFO, c'est celui qui doit être capable de comprendre rapidement les chiffres et décrypter quelque chose d'assez classique qui est un plan comptable et une comptabilité, et qui est capable de le retraiter dans sa tête ou sur un fichier pour en donner un élément business. Voilà. Pour moi, c'est ça le principal. Donc, c'est quelqu'un qui fait parler des data financières en des actions business. Exactement. Et du coup, c'est quoi l'évolution de ce métier-là? Parce qu'il y a beaucoup de transformations, il y a des levées de fonds rapides, tu parlais des indicateurs, comment ils appellent ça? KPI. Ah non, l'ESG. D'accord. ESG, j'ai l'impression que c'est un métier qui a l'IA, c'est un métier qui est en pleine transformation. Comment il va évoluer d'après toi, ce métier-là? Ce métier, en fait, déjà, c'est un métier historiquement qui était souvent sur le passé, c'est-à-dire que le financier était là pour établir les comptes chaque mois, donner de la data sur le passé. Et depuis quelques années, puis avec l'évolution des startups et on va dire la naissance d'une startup nation comme en France, ça a donné une volonté d'aller voir sur l'avenir, parce que c'est des sociétés créées from scratch avec peu d'organisations qui devaient plus parler de leur avenir et leur trajectoire que leur passé qui n'en avaient pas. Ouais, bien sûr. Et donc ça, finalement, c'est aussi quelque chose qui est passé dans pas mal de PME, de TI en France et dans le monde, hein, de se dire on est passé d'une culture de regarder dans le rétroviseur à une culture de comment je me projette et comment je peux faire projeter mon équipe, mes chiffres. D'accord, donc c'est vraiment la vision, c'est un bras droit quand même du dirigeant, le CFO aujourd'hui. Ça doit être un business partner, on dit business partner, on dit bras droit, effectivement. Et ça l'était pas toujours avant, parce que c'était peut-être une entité un peu à part, la finance, qui devait rester dans un bureau cloîtré. C'est pas un comptable, faut faire attention. Non. Ouais, mais ça vaut peut-être le coup d'ailleurs que tu reviennes là-dessus, parce que on a beaucoup d'entrepreneurs qu'on accompagne et qui nous disent non, mais moi j'ai pas besoin d'un directeur financier, j'ai ma comptable, c'est là, ça fonctionne bien. Et en fait, ce métier-là, il a quand même énormément évolué. Pour toi, c'est quoi la différence justement entre avoir une comptable partagée, etc., et vraiment le rôle d'un directeur financier? Qu'est-ce que ça apporte? On a vraiment souvent cette question en disant mais j'en ai pas vraiment besoin, ça marche très bien. La frontière, tu la vois pas quand tu le sais voilà. pas. Et quand tu le sais pas, tu... Deux choses. Déjà, la première chose, c'est que forcément, nous, quand on arrive, on va parler en premier aux fonctions financières, donc à ce comptable ou à cet expert comptable qui existe historiquement, et on va lui dire... On va vous aider à mieux monitorer la data, et puis surtout, on va vous aider parce qu'on va sortir des éléments de réponse pour le dirigeant. Et donc, il va avoir plus de valeur. Donc, il y a deux réactions. Il y a l'expert comptable qui dit
t'es gentil, c'est mon métier depuis 20 ans, je veux pas travailler avec toi. Donc ça, c'est le réfractaire. Et après, il y a celui qui assez rapidement comprend en disant, ok, moi j'ai une valeur ajoutée qui est celle de mon métier, et toi tu apportes une autre valeur ajoutée aux dirigeants, donc tant mieux. Donc historiquement, l'expert comptable avait souvent cette fonction financière et était un très bon conseil pour les dirigeants. Mais on parle d'un expert comptable qui pouvait suivre 20 ans, 30 ans une même société. Aujourd'hui, les sociétés, elles vont plus vite, plus rapidement, plus fort, elles se développent. Et l'expert comptable, il n'a pas forcément cette capacité à suivre le rythme de ces sociétés. Je dis pas qu'on va plus vite, mais une société qui scale et qui va ouvrir des filiales à l'étranger va avoir besoin d'avoir un reporting homogénéisé avec différents experts comptables dans différents pays. Le rôle du CFO, ça va être quoi? Du directeur financier? Ouais. Ça va être de dire surtout à chaque expert comptable, voilà la manière dont je voudrais que tu opères la data, de sorte que moi, je puisse opérer automatiquement une data consolidée, comme tu le disais, pour le dirigeant, pour les différents board members, pour tout le monde. C'est quoi les profils d'ailleurs qui sont recrutés du coup sur ce genre de profil dans les startups, scale-up? De directeur financier? Ouais, c'est des sorties d'études. C'est quoi le profil type? C'est des ingénieurs? Alors, selon les différents stades de maturité, on va pouvoir avoir un directeur financier dans une société, on va dire, plutôt immature, plutôt jeune, qui va être effectivement, qui aura une expérience de 2-3 années dans un cabinet d'audit, dans un cabinet de transaction service. Donc, comme je disais tout à l'heure, une belle formation, une belle capacité de compréhension et qui, peu à peu, va grandir avec la société. Ce qu'on appelle le petit RAF deviendra DAF, quelque part. Comme le petit jus deviendra moi. C'est mon souhait, c'est vrai. Et après, dans une société plus large, on peut y venir, il y a je m'amuse souvent à dire, il y a l'image que peut avoir un dirigeant, que peut avoir un fonds VC, un fonds de private equity, de ce que doit être un directeur financier. Et pour moi, il y a la réalité du sujet. C'est-à-dire qu'on va vouloir quelqu'un qui a fait une série B, une série C, un exit. On va vouloir quelqu'un qui a fait du M&A, qui a fait du private equity, qui a déjà été sous LBO. Au final, moi, ce que je dis dans ces structures qui évoluent très vite, il faut quelqu'un qui soit capable de rentrer dans un niveau de détail très, très fort. Donc, c'est un exécutant, c'est pas juste un... Moi, j'aime bien dire un doueur, voilà. Ouais, c'est ça. Pas forcément un exécutant, mais un doueur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit être capable de synthétiser énormément de choses, mais capable de faire les choses. Moi, j'aime bien dire que chez Dossier Finance, on n'a pas des consultants. On n'est pas là pour donner du conseil. On est là pour faire les choses. Et ça, c'est la vraie différence. Évidemment qu'on est des consultants, c'est-à-dire qu'on est un cabinet de conseil, mais plus que de simplement dire « il faudrait faire cela », c'est on va faire cela. Et ça, c'est vraiment ça la différence. Et est-ce que si on fait un parallèle, quand tu regardes la fonction, on parle beaucoup de transaction services, mais les auditeurs voient peut-être pas la différence, mais on avait autrefois des comptables qui faisaient la comptabilité avec les arrêtés comptables, etc. Et puis cette fonction, elle s'est transformée en France, notamment sous l'impulsion de quelques-uns, on connaît Pascal Redron, etc., qui ont lancé la transaction services, qui a été en fait l'analyse des chiffres morts pour en les faire parler et finalement donner des indicateurs au CFO. Donc une vision très prospective. Et en fait, le rôle des CFO, il a évolué dans ce sens-là. En fait, aujourd'hui, si tu veux un bon CFO, il faut quelqu'un qui ait fait plus du transaction services que du comptable, non? Si je synthétise. Comment tu vois ça? Je suis complètement d'accord avec ça. Après, il y a des très bons comptables qui ont cette capacité de business. Mais effectivement, le transaction service permet, et je dis que c'est toujours une bonne école de formation pour le novice transaction services, ça veut dire vraiment d'auditer les deals, de deals de levée de fonds, des deals de private equity, des deals de M&A. Et donc d'avoir cette capacité de synthétiser le passé, de tirer des traits sur l'avenir et d'en sortir des KPI intelligents. Alors que c'est sans réduire du tout le rôle du comptable, parce qu'encore une fois, sa valeur ajoutée est très forte dans l'entreprise. Le comptable va encore une fois plutôt faire des arrêtés, comme tu disais, et pas forcément aller sur un prospectif. Je peux te poser juste une question. Justement, c'est ça, j'ai l'impression que la valeur, c'est de regarder des KPI, là où un comptable va regarder des flux financiers si c'est standard. Quand tu parles de transaction chez VC, c'est quoi par exemple les KPI que tu peux regarder? Sur une boîte SaaS, ça va être son MRR, son churn, sur une boîte... très business, quoi. Très business. C'est-à-dire que voilà, c'est pour ça que je donne ces exemples-là, c'est de ramener à la finance les agrégats de la société. Si la société, c'est une boîte SaaS, il faut parler financièrement des agrégats de la société qui sont le MRR, l'ARR, le churn, l'analyse des cohortes, etc. Chose qu'un comptable, lui, va parler... Oui, il va regarder si c'est si un tu EBE, perds de l'argent, un excédent brut d'exploitation, un chiffre d'affaires comptable... c'est hyper intéressant. Toi, tu traduis une compta en des indicateurs financiers, en des indicateurs business très concrets, quoi. Exactement. Et puis parfois, il y a des experts comptables, et je le dis vraiment très volontiers, qui sont déjà complètement dans cet ADN. C'est-à-dire qui, eux, ont compris que le besoin de ces sociétés-là n'était pas forcément d'avoir une clôture annuelle, mais plutôt avoir régulièrement de la data. Ils vont pas parler de BE à un dirigeant, il va dire c'est quoi le BE, l'excédent brut d'exploitation, je m'en fous. Concrètement, c'est quoi mon EBITDA? Donc c'est parfois des détails, mais il y a des experts comptables qui travaillent déjà sur ces modèles. Nous, on a
parfois en concurrent, et on trouve que c'est très bien et c'est une très bonne chose, des experts comptables qui ont dans leurs équipes des gens avec un œil de directeur financier. Et dans ce cas-là, on dit souvent aux dirigeants, cet expert comptable-là, lors de l'audit justement, est parfait parce qu'il va être capable de te scaler la boîte, il va être capable déjà d'avoir l'œil d'après. Un autre parallèle qu'on peut faire aussi, c'est que les outils ont beaucoup bougé, la tech, la data, et tu t'en parlais Juju tout à l'heure, c'était de dire tu travailles plus avec les mêmes outils, t'as pas les mêmes besoins. On parle beaucoup de tout ce qui est business intelligence, et puis évidemment en fait le reporting a beaucoup bougé. Comment tu vois ça, toi? Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça implique en termes de formation des CFO? Est-ce que ça les oblige justement à obligé beaucoup plus de data? Ouais. J'aime bien dire que souvent j'ai des CFO geeks, mais avec beaucoup d'amusement. C'est-à-dire que j'ai des vrais CFO geeks qui... C'est positif, quoi. Ouais, mais geeks dans le bon sens, c'est ça que je dis. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité à aller sur de la BI beaucoup plus forte que la génération d'avant, clairement. Qui... en train de faire un petit tacle à Franck, c'est ça? Pas du tout. Je déconne. Franck était mon premier associé, effectivement, qui est parti à la retraite depuis, mais qui était très très bon Franck, en data. On t'embrasse, Franck. Mais avec une vraie capacité à aller faire du data cube, à aller chercher de la data, à aller cruncher de la data. La vraie opportunité, c'est qu'il y a une meilleure qualité du coup pour le dirigeant, pour les board members, d'avoir un niveau de granularité beaucoup plus fort parce que la volumétrie de data, si tu la classes bien, elle peut te donner beaucoup plus d'indicateurs. Mais justement, tu codes un peu, quoi. Mon point, c'était de dire que justement, comment tu fais ce lien-là, parce que mon expérience à travers Théodo, c'est que la plupart des sociétés ont une partie data assez mal structurée. Donc ton CFO, même s'il a la volonté de faire un front avec des KPI, et s'il n'a pas une data plateforme propre, il ne peut pas travailler. Nous, je dis toujours, on compose avec ce qu'on a. C'est-à-dire que si tu as une très bonne data, tu es capable de faire quelque chose. Je vais être un peu crash, si tu as quelque chose de pourri, tu ne pourras pas en faire un truc de génie. Mais déjà, c'est de transformer cette data de la meilleure manière. Les sociétés évoluent parce que de toute façon, chacun commence à s'équiper et chaque société, quelle qu'elle soit, que ce soit de la PME très traditionnelle à la start-up très à la mode, il y a une volonté d'utiliser la data. Donc, ça va dans le bon sens. Les équipes sont effectivement très data-driven et de plus en plus data-driven chez nous, et tant mieux, parce qu'ils disent que la valeur ajoutée n'est pas forcément de créer un reporting, mais plutôt d'en extraire une substance plus intéressante qu'un simple reporting basique. Donc ça, moi, je suis plutôt toujours d'accord en disant, plus il y aura de la techno, moins on facturera de jour sur des sujets répétitifs, et plus on pourra aller amener une valeur ajoutée sur autre chose. Donc je n'y vois pas du tout ça comme un obstacle à notre mode de facturation en se disant bah mince, on va y passer de moins en moins de temps, donc on va facturer de moins en moins le client. Moi je dis toujours on va y passer moins en moins de temps, mais on aura une valeur ajoutée ailleurs à trouver. De plus en plus fort. Exactement. Donc ça, j'en suis convaincu. Il y a aussi, encore une fois, des experts comptables et des financiers qui ont compris le sujet. Il y a des plateformes qui opèrent aujourd'hui et qui disent la saisie comptable telle qu'elle était à l'époque avec Madame Michu, aujourd'hui il y a des outils qui le font parfaitement, tant mieux, je passe moins de temps en tant qu'expert comptable à faire ça et je vais pouvoir donner une data préqualifiée ou mieux qualifiée à un DAF qui lui-même va pouvoir l'utiliser. Donc je suis convaincu que ça doit arriver. Après, le vrai risque, et c'est le sujet que je trouve important de dire, c'est que trop de data risque aussi de perdre, et je vois parfois moi des sociétés qui se perdent. Donc, trop de data, tu la data. J'avais fait une conf exactement au Galion où c'est quoi un bon board pack, qu'est-ce qu'on doit donner comme information à son board, aux dirigeants, aux différents C-level de la boîte. C'est 15-20 KPI. L'essentiel, c'est que ces 15-20 KPI, ils soient correctement suivis. Le mec qui en sort ou la personne qui en sort 30-40 chaque mois, il y a risque que personne ne suive. Ça t'est déjà arrivé de voir ça? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Et c'est pire parce que finalement, chaque mois, les fonds vont donner leur avis et vont dire finalement ce KPI là ne va pas, est-ce qu'on peut le changer, est-ce qu'on peut le modifier. C'est intrinsèquement une connerie parce que chaque mois tu vas devoir refaire et repartir sur un historique et reconstruire l'historique de ce KPI qui a été modifié. Standards qui sont là, mais c'est là où ton CFO il a un super rôle, parce que tu disais tout à l'heure ça doit être un sparring partner du CEO, mais c'est justement c'est aussi à lui de filtrer et de dire voilà, j'ai 50 KPI, je vais prendre les 4 ou 5 parce que dans ce métier là c'est important. Je suis complètement d'accord avec toi. Et il va dire au CEO voilà, il faut que tu... C'est ça qu'il faut regarder, quoi. Moi j'aime bien dire à mes équipes et j'aime bien dire aux dirigeants, c'est on vient pas à tous les codir, il faut pas venir. C'est pas notre rôle en tant que CFO part-time de venir à tous les codir, sauf si évidemment il y a des enjeux financiers chaque mois. En revanche, c'est très important d'y aller au moins une fois tous les 3 mois pour un peu jouer le juge de paix et dire parfois à des fonds vous êtes gentils mais vous en demandez trop. La data elle est pas là, elle n'existe pas, ce qu'on disait tout à l'heure, la data n'existe pas, je vais pas la créer, je vais pas l'inventer.
La maturité de la société n'est pas à ce stade-là. J'ai aussi eu en TS des fonds qui disaient j'ai besoin d'avoir le churn des 14-16 ans entre midi et 14 heures. Et la data, elle n'existe pas dans certaines boîtes à ce niveau de détail-là. Il faut avoir l'honnêteté de le dire, et c'est là où on doit jouer ce rôle de sparring partner en disant non, tu l'auras pas. En revanche, de aussi rechallenger l'équipe dirigeante en disant là, peut-être que vous vous focussez sur 2-3 KPI, et il en faudra un peu plus pour qui ne sont pas les bons. Exactement. La société, quand elle se crée, son principal KPI est encore plus le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, la marge, mais surtout, moi j'ai envie de dire, le cash qui est dépensé. Ouais, la trésorerie. Ça, c'est peut-être quelque chose qui a été oublié pendant 2-3 ans de folie. Ça a été vite rappelé pour tout le monde. Voilà. Mais les sociétés, au début, elles peuvent très bien être suivies sur un point de vue cash. C'est-à-dire de dire, même ma comptabilité, je la suis d'un point de vue trésorerie. Et ça, je vous parle ça les premiers mois, les premiers trimestres. Et après, on évolue. Mais c'est important d'avoir toujours ce driver-là autour de la table. Est-ce que tu vois une corrélation entre la capacité à scaler d'une boîte et le suivi de ses indicateurs financiers? C'est-à-dire, est-ce que les vraies belles sociétés qui arrivent à scaler, c'est des sociétés qui sont vraiment très pointues, qui vont dans le détail de ce qu'elles analysent? Ou pas? C'est une question, hein, j'ai pas de... Je suis assez d'accord avec ça et j'étofferais en disant que c'est pas forcément le niveau de détail du KPI, mais c'est plutôt sa pertinence et son suivi dans le temps. Encore une fois, j'ai vu des sociétés qui changeaient d'avis, de board, de situation. Là, on peut pas suivre. Si on ne suit pas une méthode un peu droite et rigide, on ne peut pas se permettre d'avoir un vrai tracé, une vraie évolution. C'est une discipline, c'est un peu une comme un sport. Donc pas forcément le plus détaillé, parce qu'encore une fois, tout dépend de ce qu'on fait. Il y a des business SaaS qui vendent à des grands comptes des contrats de 10 millions par an. C'est pas le même niveau de data que le même business SaaS qui vend des contrats à 50 euros. Voilà. Là, on n'a pas le même niveau de data nécessaire. En revanche, d'avoir la même notion, les mêmes critères, et les entrepreneurs qui, dès le début, les écrivent noir sur blanc en disant voilà ce que je pense être, est-ce que vous êtes tous d'accord avec moi autour de la table, sont généralement les entrepreneurs qui vont un peu plus vite que la moyenne. Mais tu dirais que pour les auditeurs qui veulent se lancer, les entrepreneurs qui veulent se lancer, ça serait quoi le bon rituel à mettre en place avec son directeur financier et quel KPI il faut suivre à l'échelle d'une semaine, d'un mois par exemple? Quand on se lance, j'ai des entrepreneurs qui me disent je vais suivre toutes les semaines. Je pense que suivre toutes les semaines, c'est beaucoup trop chronophage et ça sert à rien. Une compta, ça se fait mensuellement, à minima. Ça peut être un suivi mensuel, voire même au début trimestriel. Si tu suis bien les choses et que tu suis ton cash mensuellement, tu peux suivre tout à fait tes éléments financiers d'un point de vue trimestriel. C'est ton lancement, ça sert à rien de payer quelqu'un à faire des choses qui n'auront aucune utilité. Je suis assez cash driven dans la vie, donc faut pas dépenser l'argent dans n'importe quoi. Donc j'essaie de l'appliquer même avec mes clients. Et après, c'est d'avoir un bon niveau de granularité et d'avoir une récurrence à minima tous les 15 jours, d'avoir des réunions financières, c'est une évidence, et avoir un vrai suivi financier tous les mois, ça reste aussi une évidence très rapidement. Et puis après, quand les sociétés grandissent, effectivement, on peut avoir un niveau de fréquence beaucoup, beaucoup plus récurrent, régulier, parce qu'il y a une nécessité de suivre les choses régulièrement. Une question, justement, ça me fait penser ce que tu étais en train de... À quel moment on fait appel à un DAF? Alors... un DAF, excuse-moi, CFO. Ouais, c'est la traduction, effectivement. On fait appel à un CFO quand on a, en tant que dirigeant, autre chose à faire et une autre valeur ajoutée que de passer ses nuits et ses week-ends dessus. J'aime bien dire ça comme phrase. C'est-à-dire que c'est souvent le parent pauvre d'une structure, d'autant plus dans l'univers tech digital dans lequel nous on évolue pas mal. Le principal roi, c'est la techno. Le deuxième, c'est le produit qui est lié à cette techno. Le troisième, c'est le marketing qui va permettre cette techno. Le quatrième, c'est les RH parce qu'il faut recruter les bons ingénieurs pour faire cette techno. Vous l'aurez compris, celui dont on se fout un peu, c'est la finance. Je dis ça en caricaturant, mais quelque part, c'est le parent pauvre. Et donc, le dirigeant, il le fait tard le soir, le week-end, sur un coin de table en disant « Mince, j'ai un board la semaine prochaine, j'ai pas sorti mes KPI, il faut que j'aille les chercher, je vais les chercher dans mon back-office, je vais aller taper un peu de data et je vais essayer de sortir 3 KPI, ça leur fera plaisir. » Et c'est quand on considère que on n'est plus au niveau soi-même parce que en tant que dirigeant, on a une autre expertise, qu'on n'a plus le temps de le faire et qu'on a un bien meilleur temps à passer sur d'autres sujets, c'est le bon moment. Et encore une fois, il y a des boîtes SaaS. Comment ça raconter n'importe quoi. Exactement. Et moi, j'ai eu des scènes assez amusantes avec des dirigeants qui aujourd'hui font partie du Next 40, dont je tairai le nom là, évidemment, mais qui, à l'époque,
confondaient le MRR, le booking et le chiffre d'affaires comptabilisé, quoi. Pour eux, c'était un peu la même chose, il n'y avait pas de problème. Et une ou deux fois, ça m'est amusé. Et vraiment des belles scale-up aujourd'hui. Leur dire, écoute, juste ne parle pas de ces sujets-là, je vais les traiter moi en board. Tu es en m'amusant, hein, mais tu es contre-productif. Tu parles de ton booking alors que tu parles de ton MRR. Donc le mois prochain, ils vont être surpris de voir que ça colle plus. Donc ça arrive et c'est normal, c'est chacun sa spécialité. Quand on est un ingénieur de renom sur un sujet ultra techno, on peut pas être bon partout. Et c'est à ce moment-là où il faut avoir quelqu'un, effectivement, un bon sparring partner qui va dire les choses droit dans les yeux en disant c'est pas ton sujet, je vais t'expliquer, je vais te donner les bonnes notions, mais garde ton expertise là où elle est. Et à dire à des investisseurs, vous êtes sympa, mais vous voulez des KPI tous les 3 du mois, c'est pas possible. Vous les aurez 15 jours après et ça se passera bien. Mais ce qui est intéressant, c'est quand tu dis que c'est le parent pauvre, moi ce que je remarque aussi, c'est que quand nous, les fonds, on arrive, on fait forcément des due diligence, c'est quand même l'occasion de remettre un peu tout à plat et de se replonger dans les chiffres. Et ouais, forcément, ça peut être vu comme un peu rébarbatif, mais très souvent, tu ressors des analyses, ça permet tu vois, tu sens la discussion qui émerge de ça, et on sent à chaque fois que soit le besoin d'un directeur financier se fait sentir parce qu'on a mis du temps à sortir des chiffres qui sont quand même clés. Donc, je trouve que c'est des moments qui font beaucoup évoluer la façon dont les patrons voient et pensent à leur business. De toute façon, la due diligence, c'est un moment un peu anxiogène parce qu'on remet en jeu un peu son actif. Je dis souvent que les entrepreneurs, ils ont leur mari, leur femme, leurs enfants. L'actif d'après, c'est leur boîte. Donc, c'est quand même un actif que tu remets en jeu à ces moments-là, assez fort. Tu disfocuses un peu du travail quotidien parce que tu dois répondre à une quantité de choses en un minimum de temps pour pouvoir réaliser au mieux le sujet. Et surtout, tu réalises, moi j'ai vu des entrepreneurs qu'on accompagnait, dans lesquels on était CFO, on était audité en tant que CFO de la boîte, qui se sont aperçus que leur business model pouvait pivoter intelligemment parce que les fonds d'investissement en face leur ont suggéré que le business model pouvait pivoter intelligemment. Donc il y a aussi des conclusions très positives de tout ça, effectivement. Et un entrepreneur, c'est le moment où il peut un peu se remettre en question. C'est un moment douloureux qu'il aime pas forcément, sur lequel il rechigne, mais sur lequel il peut en tirer énormément de choses pour l'avenir, effectivement. Peut-être un mot sur l'évolution justement future de ce métier, comment tu vois les choses ? Forcément, il va y avoir de l'IA, il va y avoir de la data, c'est une certitude. Et il va falloir l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire qu'encore une fois, il va pas falloir se faire nourrir. Peut-être l'IA dans ce métier-là, un use case par exemple ? Peut-être déjà un peu utilisé auprès de certains clients. On commence à l'utiliser, on a fait une petite conf chez nous sur ce sujet-là, il y a énormément de use cases, ça veut dire de comment processer. Le CFO, on n'en a pas parlé, c'est-à-dire que là on a parlé de beaucoup de chiffres, mais le CFO c'est aussi parfois un peu la tour de contrôle, parce qu'il parle avec le DRH sur les recrutements et sur l'impact financier qui va arriver, il parle avec le marketeur sur son plan marketing pour pouvoir le budgéter, donc il va un peu comprendre le market, il parle aux équipes produits, et il voit pour les capex qui vont devoir être dépensés. Donc il parle un peu à tout le monde sur tous ces sujets-là. Finalement, c'est une bonne tour de contrôle, j'appelle ça une tour de contrôle. Et il voit aussi la difficulté des process. On prend une AdTech, donc une société qui va pousser, comme à l'époque que je vous parlais de Dailymotion, qui va pousser de la publicité, va avoir un système pour compter et pour facturer ses clients très complexe et très propre à lui-même parce que on compte différentes choses à différents moments et de différentes manières. Pour le retranscrire d'un point de vue financier, ça va être, et dans toutes les boîtes d'AdTech que j'ai pu voir, ça va être un moment douloureux parce qu'il va falloir pas mal de gens pour être capable de bien définir les règles et pouvoir chaque mois facturer in fine le client de ce qu'il a poussé comme inventaire vis-à-vis du nombre de personnes qui l'auront vu. Je prends cet exemple concret. Typiquement, ça prend dans beaucoup de ces sociétés pas mal de temps, pas mal d'énergie et pas mal d'hommes d'avoir ce transfert-là. Aujourd'hui, l'IA peut et se met déjà au service de ça en disant l'IA est capable de disrupter toute cette chaîne et tout ce process manuel qui existe. Et de le calculer automatiquement. Exactement, et d'aller plus vite. Donc il y a l'IA au sens du financier pur, certainement, mais il y a aussi l'IA sur tous les process de l'entreprise que le directeur financier voit et sur lequel il interagit. Et quand je disais tout à l'heure, il y a des fonds qui demandent à clôturer à 3 jours après le dernier jour du mois, ce qui est impossible à faire aujourd'hui, ce que l'IA permettra certainement de faire parce que automatiser un certain nombre de choses dont la valeur ajoutée est plutôt faible in fine, mais nécessaire pour avoir un bon calcul. Et là, on voit déjà l'IA travailler énormément là-dessus. Incroyable. Ouais, et tu auras aussi, effectivement, comme tu disais, le directeur financier, il a quand même une
une très bonne vision de chaque ligne de coût, il va être aussi capable d'essayer de benchmarker des solutions pour se dire, bah là, c'est un poste qu'on n'a jamais amélioré parce que, voilà, il n'y avait pas les outils, il n'y avait pas le temps, il n'y avait pas les outils. Et du coup, là, il va être capable d'aller de façon beaucoup plus fine, améliorer ça avec des outils de marché un peu plus techniques. Exactement. Et puis là, même on regarde en testant, alors ça reste du testing, mais il y a des IA assez folles sur lesquelles on balance 5 KPI et on lui dit donne-nous une analyse et ça commence à donner de l'analyse intéressante. C'est hallucinant quand même. Alors là, pour le coup, on va vraiment plus exister, mais c'est... Ouais, mais si demain t'entraînes ton propre langage, pourquoi pas. Exactement. Ouais, tu peux acheter le GPT de ces groupes. Hein. Exactement. Enfin, moi, j'achète un petit abonnement par mois. On y travaille, blague à part. Ah bah voilà, c'est l'avenir. Petite question sur en fait les plans en fait que tu as peut-être sur la société pour la développer, pour peut-être aller plus loin. Tu as parlé d'ouverture des nouveaux segments, l'IA, enfin comment tu vois les choses? Le SG, ouais, sur lequel vous êtes mis. Nous, on a différents stades de maturité dans les différentes entités du groupe. On s'aperçoit qu'on s'amuse. Moi, j'aime bien dire, c'est quoi la projection? Quand on était 15 et que je disais à mes associés et aux collaborateurs, on sera 50, ils me prenaient pour un fou. Quand on était 50, je dirais qu'on était 100. C'était pareil. Je suis persuadé qu'on peut être 300, 350 à condition qu'on prenne du plaisir, qu'on trouve les bons métiers. On parle effectivement d'IA. Moi, j'aime bien rigoler en disant qu'on va créer un jour le chat GPT part-time pour la fonction financière. T'as vu qu'en Chine, ils ont bien créé un CEO? Exactement. On peut tout créer. Et je pense que ça, c'est un vrai métier d'avenir. Effectivement, on s'est mis sur le ESG, les RSE, il y a maintenant 12 mois. C'est un sujet où il faut énormément évangéliser. Un peu comme j'expliquais ce que c'était qu'un DAF à temps partagé en 2012-2013 quand je me suis lancé. Bah là, il faut expliquer ce que c'est qu'un RSE, un ESG à temps partagé. Mais je suis convaincu qu'il y a un vrai besoin. Et en plus, je pitch pour Théodo. Et en plus, une vraie adhésion des collaborateurs. C'est-à-dire que quand on vient faire un audit financier, on n'est pas forcément les mieux accueillis par tous les collaborateurs d'une entité parce que pose beaucoup de questions. Tu regardes les trucs qui font pas plaisir. Voilà. Quand on vient faire un audit ESG RSE et qu'on vient expliquer pourquoi on le fait, quels sont les 7 piliers de l'ESG, etc., on voit le regard un peu plus bienveillant des collaborateurs qui nous accueillent de meilleure manière. Donc je suis persuadé que c'est aussi un outil caché de rétention des collaborateurs qui aujourd'hui cherchent tous cela. Et si on l'a monté cette structure avec Pascal, la fondatrice, c'est parce qu'on croit aussi que de toute façon c'est une valeur d'avenir et qu'on n'aura pas le choix que de s'améliorer sur ces sujets-là. Donc tant mieux. Et après, c'est ce que je dis toujours, c'est de l'évolution du groupe, c'est de continuer à prendre du plaisir et à continuer à se développer de la même manière, d'être très entrepreneur au service des entrepreneurs, d'être très doueur, comme je le disais. On n'est pas là pour faire des recos sur des slides, même si on doit faire parfois des slides, mais on aime bien les mettre en place et les appliquer. Et donc, tant qu'il y a du plaisir, il y a une profondeur de marché qui est juste énorme, quoi. Top. Je te laisse peut-être finir par les questions perso, Aymeric. Écoute, on demande toujours comment tu progresses, ouais. Ça me fait peur quand Aymeric pose la question perso d'abord. Ça me fait peur. Tu dors pas et tu... Vas-y. Comment je progresse? De deux manières déjà, je pense en travaillant plus. Plus on travaille, plus on progresse. C'est un politique, ça y est. Non, mais les personnes réussissent sans beaucoup travailler. Je pense que le travail fait progresser et après, je reprendrai... J'ai envoyé ça à ma fille, tu vois. Voilà. Le changement, c'est maintenant. C'est un truc que j'essaie de dire à Julien beaucoup, il faut beaucoup travailler pour réussir. Et c'est dur. Ça marche pas. Non, enfin, il comprend pas. Il comprend pas le pétanque way of life. Ouais, c'est dur à intégrer. C'est bien que tu le dis, ça me fait plaisir. Non, et la deuxième chose, c'est que je pense qu'on est forcément, on progresse quand on a des rôles modèles et quand on fréquente des gens qui nous font progresser. Donc moi, j'adore rencontrer des gens. C'est pour ça que Juju voulait faire un podcast avec moi, tu vois. Ça, c'est vrai, tu as raison. Moi, j'adore boire des cafés. Je dis toujours, quand les gens me disent, est-ce que ça te dérange que je fasse une intro? La boîte est early stage, la boîte démarre. Ouais, la boîte démarre, c'est génial. J'adore rencontrer des gens, j'adore parler avec des gens. Et je pense qu'on progresse énormément en écoutant de pitch de gens, encore une fois, sur le Next 40, donc les 40 plus belles valos dans la tech. Je pense que j'en ai connu, on en a accompagné quasiment les 3/4. Et je pense que dans ces 3/4, je les ai connus pour la moitié à moins de 10 salariés. Ils me pitchaient un modèle qui n'existait pas et je trouve ça génial de les voir grandir et les voir réussir. Une question d'ailleurs un peu personnelle par rapport à ce que tu dis. Aujourd'hui, tu dis la tech, ils ont sifflé un peu à la fin de la récré sur les levées de fonds et tout ça. Aujourd'hui, tu y crois toujours à ces modèles de start-up, sur des nouveaux modèles tech? Je suis convaincu, je pense que de toute façon l'innovation, aujourd'hui tu réserves tes médecins sur Doctolib, tu vas acheter ta voiture sur Aramis Auto, tu prends ton covoiturage sur Blablacar, donc c'est pas terminé. Et tu continues et t'as arrêté d'utiliser ta banque traditionnelle pour bosser avec Conto, donc logiquement
c'est pas prêt de s'arrêter. Au contraire, pour moi, ce n'est que le début. Peut-être ce qui s'est arrêté, c'est la folie, l'exubérance. Il y avait peut-être un peu trop d'exubérance. Mais c'est évident que l'innovation, elle va continuer à couler et à s'infiltrer dans tous les pans de l'économie. Et au contraire, moi, je suis un éternel optimiste. C'est une bonne chose. Cool. Et est-ce que tu disais il faut être au contact des gens pour progresser. Est-ce que tu as un livre ou deux qui t'a marqué, que tu penses que quelqu'un doit lire, notamment, je pense aux gens qui nous écoutent et qui s'enseignent sur le métier de CFO? Alors, sur le métier de CFO en tant que tel, c'est un bon piège. J'ai un collaborateur qui a écrit un livre sur les business plans, voilà, qui est vraiment un livre assez intéressant sur comment monter un BP et comment voir la pratique du business modeling, pas comme du chiffre, d'Anthony Barbet. On le mettra en note, ouais. D'Anthony Barbet. Après, sur le financier, j'ai pas envie de dire... Il n'y a pas de livre. Moi, les livres qui m'inspirent, c'est plus des livres de biographie. J'adore, encore une fois, écouter les histoires. Une biographie d'Elon Musk, je vais la lire en 5 jours, alors qu'une biographie d'un artiste peintre, ça va pas m'intéresser. Pokora Moins non plus. Désolé. Bien trouvé, mais non. Et est-ce qu'il y a une personne que tu as envie d'inviter sur le plateau, que tu pourrais nous recommander? Dans les gens auxquels je pensais quand j'ai donné des exemples, sans les citer, et plutôt des exemples de sociétés que j'ai connues très jeunes et qui sont vachement développées, il y a Alexandre Pro de chez Conto. Je me rappelle quand Alven Capital m'avait demandé de faire l'audit, c'était pas encore vraiment créé, c'était encore une idée, un projet. Ils sortaient eux-mêmes d'un projet entrepreneurial qui n'avait rien à voir. Et je trouve ça génial d'avoir l'histoire de quelqu'un qui a créé une banque. Pour moi, ça c'est quelque chose de fascinant. Quand tu disais, est-ce que ça s'arrête? Il a créé une banque. Et ça, je trouve ça dingue de se dire, C'est lui d'ailleurs l'exemple dans ta carrière, parce que tu en as vu des boîtes, des pitchs. C'est quoi vraiment, tu te dis, il m'a marqué, il m'a mis sur le cul? Ah, il y en a plein qui m'ont marqué. Déjà, vraiment, il y en a plein. Vraiment, tu te dis, ouais, il m'a scotché au plafond. Tu cherches à le mettre dans la merde, hein, c'est ça? Ce que je veux dire, j'ai plein de clients. Non, Alexandre, il m'a scotché parce qu'effectivement, son objectif, c'était de créer une banque. Ouais, c'est vrai que faut y aller. Après, j'avais un Florian qui a créé Dataiku qui m'expliquait ce qu'il faisait et il avait beau m'expliquer, je comprenais pas vraiment ce qu'il voulait me dire. Et pourtant, on voyait déjà que ça cartonnait. Et 2013 ou 2014, je pense, le lancement. Compliqué de comprendre. Après, il y a, Ornicar. Quand j'ai rencontré Benjamin, il m'a dit, je vais tuer le business des auto-écoles. Ah, l'ambition, ouais, j'adore l'ambition, quoi. Tu vois, je trouve que c'est génial parce que il est arrivé en disant, je vais tuer le business des auto-écoles, je vais le changer. Il y a une inégalité, il y a une injustice et je vais la changer. Chouette. C'est des beaux noms qu'on en parle en off. Tu vois. Avec plaisir. On fait ça. Merci Benjamin. Merci beaucoup, c'est passionnant. Un grand merci. Merci à vous. À bientôt sur les ondes. Merci.